Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. Cette semaine... Salut Renaud. Cette semaine, avec cette jolie Coupe du Monde qui a si bien commencé, on va revenir avec délectation sur la victoire des Bleus face à l'Argentine 23-21 et se demander si ce match pourrait constituer ce déclic qui propulserait le rugby français sur une autre planète. On s'arrêtera aussi sur la performance de la charnière du pont de Tamac et on jettera un petit œil sur les gros pour voir comment ils ont lancé leur mondial. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Clément Dessin. Salut Clem. Salut Cricri. Thomas Perotto, salut Thomas. Salut Christelle. Et Renaud Bourrel en direct de Kumamoto au Japon. Salut Renaud. Salut. Eh bien vous savez tout, alors c'est parti, flexion liée jeu. Avant de commencer, donc on retrouve notre carte postale japonaise avec toi Renaud qui est arrivé en train à Kumamoto pour cause d'alerte typhon. Bon voyage Renaud. Ça se fait encore d'envoyer des cartes postales ? Moi oui, mais bon, tu sais, moi j'ai 104 ans. Ah voilà, c'est ça. Bon voyage, écoute, on a expérimenté le fameux Shinkansen, là, le train à grande vitesse japonais, et c'est vrai que c'était plutôt agréable. Pour vous donner un ordre d'idée, on a mis 5 heures, en gros, 5 heures pour faire 1300 km, ce qui est quand même, je pense un petit record. Donc on a vu défiler les paysages à toute vitesse, hein. Ouais. Dans quelque chose d'extrêmement confortable, pratique, voilà. Puis on est arrivé à Kumamoto, à peu près je pense en même temps que les Bleus ont atterri. Alors je serais tenté de vous dire que c'est une ville à taille humaine, parce qu'il n'y a que 800 000 habitants, mais bon c'est quand même assez étendu. On est dans un petit quartier plutôt très animé avec des bars, des restos, des cafés, et puis des grands centres commerciaux aussi. D'ailleurs l'hôtel des Bleus est juché sur un centre commercial ou dans une galerie commerçante. Enfin, c'est assez étonnant. Voilà, c'est des paysans, c'est effervescent comme le Japon, c'est agréable. Ouais, il y a un peu d'ambiance parce que les Bleus vont y rester un petit moment là pour le coup. Hein. Les Bleus vont y rester, effectivement, ils vont y rester un petit moment jusqu'à rallier Fukuoka, je crois, pour leur match contre les États-Unis. Non, ils sont plutôt pas mal lotis ici non plus. On est au plein sud de l'archipel. C'est pas tout à fait un nouveau décor, hein, mais parce que tout est assez quand même uniforme en termes de paysage. Pour le moment, dans ce qu'on a vu, hein, je me permettrai pas de juger le Japon dans son ensemble. Là, on avait encore un peu comme à Fuji des reliefs très arborés, très verts, absolument pas secs. Donc voilà, quelques rivières et lacs, mais c'est très beau. Et t'as pu voir les Bleus ou pas encore ? Alors on en a croisé quelques-uns ce soir à leur hôtel à l'occasion d'une conférence de presse, à peu près aussi détendue que juste après le match, peut-être même plus d'ailleurs parce qu'ils ont quand même eu 48 heures parfaitement off. Certains sont allés dîner, manger dans un restaurant de viande, histoire de changer de la cantine de l'hôtel, hein, qui est de qualité malgré tout, hein, on va pas les plaindre non plus. Puis ils sont allés faire un peu de shopping, ils se sont baladés dans Tokyo, enfin vraiment ils ont pu débrayer un peu. Ils ont eu quand même des entretiens individuels ce matin, ce qui veut dire dans la nuit pour vous, hein, pendant que vous dormiez bien profondément, eux ils se faisaient engueuler ou alors féliciter. Et puis dans le truc un peu pas trop marrant, mais qui a été quand même un peu d'émotion on va dire, c'est le départ de Wesley Fofana, donc blessé à une cuisse, qui a quitté ses partenaires. Ils lui ont vraisemblablement, d'après ce qu'on nous a raconté, diffusé un petit clip, une vidéo hommage à sa carrière, parce qu'il avait annoncé qu'après la Coupe du Monde, il mettrait un terme à son mandat d'international. Les joueurs lui ont offert un maillot signé, le staff apparemment a eu une petite attention aussi. Voilà pour ce qui s'est passé dans cette journée nippone. Eh bien, merci beaucoup. On va pouvoir passer au premier thème. Clem, il me semble... Ma grand-mère a jamais reçu une carte postale aussi longue. Hein. Ici, il fait beau, tout va bien, on s'amuse beaucoup. Je me bien et bien. Clem, tu l'avais, il me semble, sous-entendu vaguement la semaine dernière. France-Argentine était le match le plus important de l'équipe de France de ces 4 dernières années. J'ai jamais dit ça.
Mais on n'a pas regretté de mettre le réveil. Samedi, les Bleus, c'était l'Amérique-Corée. Ils nous ont donné un régal de petit déjeuner, 23 à la mi-temps. Et puis, pof, la tartine qui tombe, 20-10, 20-15, 20-18, 20-21. Ah, 23-21, oh, pénalité pour les Pumas. Mais la tartine est finalement tombée du bon côté. Et les fantômes de France-Galles... le match, pas elle là. Les fantômes de France-Galles se sont envolés. Du coup, la Coupe du Monde qu'on craignait presque finie avant de commencer est fort bien lancée, avec un match gagné avec du beau rugby en première mi-temps et du beau mental en deuxième mi-temps, on peut dire. Renaud, cette victoire, elle peut servir de déclic à ce groupe. Toi qui es sur place, t'as senti qu'un truc se passait ? En tout cas, j'ai senti à la fin du match, des joueurs un peu soulagés, heureux, mais pas du tout dans le triomphalisme, très, très conscients de la partition qu'ils avaient livrée et déterminés à rester sur la même dynamique. Donc ça, c'était vraiment plutôt positif dans les discours d'après-match. Thomas, ce succès là, quelle valeur toi tu lui donnes ? Un déclic, je sais pas, mais en tout cas, je pense que sur le plan de la confiance, ça va leur permettre de passer ces 10 jours-là sans match assez sereinement, parce qu'en cas de défaite, ça aurait été, je pense, très compliqué de tenir jusqu'au match face aux États-Unis en se disant que le match le plus important de ce mondial, ils l'avaient perdu. Aujourd'hui, ils sont quand même sur de bonnes bases pour se qualifier. En tout cas, ils ont pris une option. Donc, de ce point de vue-là, je pense que ça va leur faire du bien. Après, je suis pas sûr qu'il faille accorder une grande importance à ce succès, parce que on peut difficilement dire que la partition elle a été parfaitement accomplie, quoi. Il y a eu une bonne première mi-temps certes, mais parce que les Argentins ont complètement déjoué, moi je trouve, en première période. Et en deuxième période, l'édifice français s'est un petit peu effondré. Heureusement, ça passe à la fin. De là à avoir beaucoup de points positifs, je suis pas sûr. Clément, t'es d'accord ? Ouais, oui. Il y a le contenant et le contenu, quoi. Le contenant, c'est la victoire et c'est tout ce qu'on retiendra parce que elle était, on l'a dit et répété, elle était primordiale pour continuer à croire à un destin dans cette Coupe du Monde. Attention, c'est juste une option. Moi, je me méfie beaucoup du match Argentine-Angleterre du 5 octobre parce que si jamais les Argentins venaient à battre l'Angleterre, on pourrait s'acheminer vers un cas d'égalité à 3. Bon, après, les bonus vont être primordiaux dans cette poule, donc il faudra faire le plein contre les États-Unis et les Tonga. Mais bon, ça c'est évidemment l'énorme point positif, c'est cette victoire. Après, dans le contenu, il y a énormément de choses à redire. J'en parlais un peu avec Alex ce matin. Apparemment, il a revu en détail la première mi-temps. Même cette première mi-temps aboutie sur le niveau du score. En fait, les Bleus l'ont tellement dominé qu'ils auraient dû se mettre encore plus à l'abri. Ils ont laissé passer d'autres occasions de marquer des points qui auraient pu leur permettre d'être vraiment tranquilles. Si tant est que cette équipe de France puisse être tranquille un jour, même avec 30 points d'avance. Et la seconde mi-temps, elle laisse apparaître un manque de maîtrise stratégique et technique un peu inquiétant, quoi. C'est-à-dire qu'on est incapable alors que ça a été un gros point fort depuis cet été, on est incapable de sortir de notre camp proprement, notamment. Il y a Dupont qui trouve pas plusieurs touches, qui permettent aux Pumas de nous maintenir sous pression. Donc il y a beaucoup de choses à revoir. Mais bon, tu peux pas faire la fine bouche quand il y a 6 mois, tu pensais que cette équipe de France-là, elle allait droit au casse-pipe sur ce match. Elle l'a gagné, donc bravo à elle. Et ça, elle s'est achetée de la bonne humeur, de la sérénité et un avenir, tout simplement, quoi. Guy Novès a quand même dit on n'est pas si loin des meilleures nations, lui. Il est plus optimiste que vous. Il a dit ça, et il a dit d'autres choses aussi, quand même. Et c'était un peu nuancé, quand même, son... Non, mais après, enfin... Au moins, il est cohérent par rapport à tout son passage en équipe de France. Il disait déjà ça à l'époque. C'est pas faux. Non, après, il y a quand même un truc qui est vrai sur cette équipe de France et qui, je pense, potentiellement peut faire peur à tout le monde. D'ailleurs, les Anglais l'ont souligné. C'est son pouvoir offensif. C'est une équipe qui a des super pouvoirs, entre guillemets. Quand vous avez Dupont dans cette équipe, Penaud, Fickou Vakatawa, dont on a parlé la semaine dernière, on craignait sur l'aspect défensif, mais qui sont des joueurs ballon en main redoutables. Il y a derrière des punchers. On y ajoute Olivon devant, par exemple. Il y a des mecs qui sont sur le talent individuel, et ça, c'est vrai que ça nous a quand même souvent manqué, pas loin d'être au top du top mondial en ce moment. Donc ça, il faut s'appuyer sur ces gars-là qui marchent sur l'eau, qui peuvent faire des différences individuelles à n'importe quel moment. Ça, c'est précieux, et ça peut t'ouvrir quelques horizons.
Ça peut faire la différence sur un match comme ça un petit peu serré, mais dans sa globalité, je crois qu'il y a 13 pénalités, plus de 15 ballons perdus. Enfin, une équipe qui souhaite aller très loin dans une compétition, elle peut pas perdre le fil comme ça d'une rencontre, quoi. C'est pas normal. On peut d'ores et déjà parler de quart de finale, tu crois, Renaud, ou il faut raison garder? Franchement, là, si vous visez pas un quart de finale après avoir battu un concurrent direct à la qualification, faut arrêter le rugby. Non. Ce qui est inquiétant, c'est effectivement cette indiscipline qui est pas gommée. C'est la catastrophe en conquête, notamment en touche où à aucun moment cette équipe de France arrive à gêner ses adversaires et lui permet de confisquer le ballon comme l'ont fait les Argentins. En revanche, l'enseignement de ce match contre l'Argentine, c'est le fait que justement, malgré cette deuxième mi-temps, il ne se soit pas effondré. Le fait que Vahana, après avoir été sanctionné, récupère le ballon, qui conduit au drop de Lopez, qui vous donne quasiment la gagne, alors que Lopez avait loupé, je me souviens, face à l'Australie, le but de la victoire. Enfin, à un moment, ce sont des choses. Et puis cette équipe, elle a montré une envie et un enthousiasme, une confiance en elle, que finalement, on lui avait pas vu depuis très longtemps, parce que elle semble adhérer au projet de jeu qui est mis en place par Galtier, qu'elle a confiance en ses moyens parce que sa préparation a été de très haut niveau. Donc oui, aujourd'hui, elle vise le quart de finale et elle va passer en quart de finale. Alors, en 2011, j'étais en Nouvelle-Zélande et j'ai vu l'équipe de France perdre contre les Tonga. Donc, je m'avance un petit peu, mais j'ose croire que justement de ce passé restera quelque chose. Guillaume Guirado, il était en Nouvelle-Zélande à l'époque, donc je crois qu'il a pu actionner les bons leviers pour préparer l'Argentine. Louis Picamol était en Nouvelle-Zélande aussi. Je pense qu'ils sauront faire la même chose sur les 10 jours à suivre. Et je termine. Je crois qu'il y a eu quelque chose qui a été inoculé par le nouveau staff avec Galtier. C'est aussi une sorte de sévérité. Voilà, c'est-à-dire que ils savent relâcher la bride, mais ils savent aussi quand est-ce qu'il faut serrer la vis et reconditionner tout le monde vers un objectif et se reconcentrer sur le travail et l'essentiel. À partir de demain, ils rebasculent dans des blocs de gros entraînements. Et donc, ça va les concerner immédiatement. Oui, ça, ce qui n'empêche que cette équipe de France part de loin et qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce sont les All Blacks ou les Anglais. Mais voilà, il y a des enseignements à tirer de l'Argentine et viser le quart de finale, c'est juste normal après ce match-là. Ce qui est, je trouve, positif, c'est le côté pas inhibé du tout de cette équipe de France qui, alors, elle a vécu de mémoire 4-5 minutes un peu délicates en début de match, mais tout de suite après, elle a été capable d'entrer très très fort dans cette rencontre, dans sa compétition. Alors, je me méfie juste d'un truc, c'est que peut-être que c'était d'autant plus facile qu'elle avait un statut d'outsider sur ce match-là, qu'il va falloir voir si maintenant qu'elle a gagné ce match-là, elle aborde pas les deux suivants, où là, elle sera largement favorite face à deux petits, entre guillemets, avec d'autres questions dans la tête et tout. Il va vraiment falloir qu'elle soit, notamment sa charnière, on en reparlera après, mais à l'image de ce match-là, conquérante, enthousiasmante, qui se lâche, qui lâche les chevaux et qui s'éclate sur le terrain. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'elle va s'en tirer, je pense, cette équipe de France. Après, on peut s'en tirer des plans sur la comète. Si on se projette vers ce quart de finale qui, effectivement, maintenant doit, selon toute logique, doit être atteint. Encore une fois, on se méfiera du match Angleterre-Argentine. D'ailleurs, un truc, si les Anglais battent les Argentins ce week-end-là et que nous, on a fait le plein, on peut être qualifié. C'est possible qu'on soit qualifié avant même de jouer les Anglais. Donc ça, ce serait le confort. Ce serait un immense confort parce que ça permettrait aussi une gestion de l'effectif en vue du quart de finale. Enfin bon, bref. Mais rappelons-le quand même. Ça, c'est l'instant cul bordé de nouilles de cette équipe de France. Certes, il y avait un tirage absolument épouvantable en poule. Mais si on va en quart, on croisera avec Galles ou Australie, vraisemblablement, puisque je dis pas que ce sera facile. Mais c'est toujours mieux que de croiser avec les Golgoths sud-africains ou les magiciens néo-zélandais. Donc, potentiellement, encore une fois, attention, avec toutes les prudences d'usage, mais potentiellement, sur un énorme malentendu, mais qui pourrait arriver, on peut se retrouver avec une équipe de France en demi-finale de Coupe du Monde. Je veux dire, il y a un an...
L'Australie qui a battu les Fidji, elle est pas marrante. Hein. Non, elle est pas marrante, et les Pays de Galles qui vient de s'amuser contre la Géorgie non plus. Mais je pense que sur le papier, puis on verra ce qui va se passer d'ici là. Peut-être que tu vas en continuer à gagner en confiance, on verra. Hein. Mais attention, hein, tout ça évidemment, on prend des pincettes. Mais ce que je veux dire, c'est que sur le papier, ça semble moins compliqué que, même si les Gallois ne réussissent pas beaucoup ces derniers temps, mais ça semble moins compliqué que de croiser avec l'Afrique du Sud ou la Nouvelle-Zélande. Bref, encore une fois, je pense qu'on est encore extrêmement loin du top 4-5 mondial, sur ce qu'on a vu notamment ce week-end et notamment on en parlera après, sur Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. Mais bon, il y a quand même il y a de quoi sourire quoi aujourd'hui. On aurait très bien pu faire ce podcast en disant bon la Coupe du Monde elle est terminée, elle l'est pas, et on a envie de voir ce qui va se passer par la suite quoi. D'ailleurs, on l'aurait pas fait. C'est vrai, je crois qu'on aurait arrêté tout de suite. Juste Renaud, tu t'en parlais un peu, mais pour gérer cette longue période sans match, il ne rejoue que le 2 octobre là, puis un enchaînement de 2 rencontres en 4 jours. Tu sais déjà un peu comment ils vont gérer ça, le staff ? Alors, il va y avoir deux jours d'entraînement assez intensifs, vraiment solides. Un jeudi laissé de repos, puis deux nouveaux jours bien costauds avant la montée vers le second match contre les États-Unis. Vraisemblablement, les joueurs devraient être informés rapidement des deux équipes qui affronteront, et les États-Unis puis les Tonga. Alors évidemment, s'il y a des blessés, il y aura des évolutions. Mais c'était, de ce que j'ai compris, la stratégie encore jusqu'aujourd'hui. Et Renaud, toi, tu penses quoi, qu'il faut faire genre 2 équipes un peu mixtes, 2 équipes à prime, ou qu'il faut... Alors, bon, tu n'es pas sans savoir que moi, je ne suis pas entraîneur, hein. Mais j'ai un avis sur tout, comme toi, ouais. donc je vais le partager. Non, la logique, selon moi, ce serait quand même par rapport à ce qu'ont montré les Tonga face aux Anglais, on les imagine pour le moment peut-être un peu au-dessus des Américains, même s'il faut se méfier, je pense, notamment de la condition athlétique des Américains, parce que là-dessus, il n'y a pas de... Voilà. Ils ont moins une culture rugby, mais par contre, la culture sportive est longue. Je pense que je mettrais, on dirait, l'équipe de réserve face aux États-Unis pour remettre une équipe un peu plus type face aux Tonga, où il faudra absolument prendre des bonus. Et puis derrière, le choc contre l'Angleterre avec une équipe relativement similaire. T'auras que 6 jours entre les deux, mais bon, ça reste. Ce sont des rythmes auxquels ces joueurs ont l'habitude. Et puis après, c'est le quart de finale. Donc là, on parle plus que d'équipe type. Hein. Donc moi, je l'imagine comme ça, mais là, pour le coup, vraiment, j'ai pas d'informations sur les intentions du staff, sur la façon dont ils vont mixer tout ça. Mais je pense que l'équipe de France a tellement besoin d'homogénéité et de confiance que je ferai tourner sur les États-Unis et qu'ensuite, je lâcherai la grosse équipe pour l'enchaînement Tonga, Angleterre, quart. Okay. Ça s'entend, je ferai pas ça, mais ça s'entend. Moi non plus. non, mais... Ouais, voilà, c'est comme ça que vous quitteriez la Coupe du Monde avant les quarts de finale. Mais moi, j'aurais tellement peur de faire un faux pas contre... Après, bon, notre équipe B doit normalement battre les États-Unis, quoi qu'il arrive, mais j'aurais tellement peur de faire un faux pas contre les États-Unis que je panacherais davantage, quoi. Et ce serait dommage de lâcher ce petit sentiment de confiance que les Bleus ont pu acquérir, notamment en première mi-temps, et pour les faire rejouer derrière. Ces joueurs-là ensemble, on a vu quelques automatismes qui commençaient à être vraiment... Tu les ferais jouer contre la grosse équipe contre les États-Unis. Contre les États-Unis, ouais, bien sûr. Ouais, je sais pas. Moi, je mélangerais tout. C'est pas très cohérent non 2 plus. équipes mixtes. Ouais, je sais pas, pour essayer d'assurer le coup à chaque fois, quoi, de pas prendre le moindre risque sur aucun des 2 matchs, mais bon, en même temps, je le redis, normalement, même ton équipe B, elle doit battre les États-Unis, même si on sait que les États-Unis sont en pleine progression et qui. Il n'y a pas non plus 6 divisions d'écart entre ce qu'on pourrait appeler l'équipe B de France et l'équipe A. C'est sûr. Non, c'est vrai. Ils ont battu une équipe d'Écosse remixée. En juin, pas ce juin-là, juin 2018, je crois, de mémoire, donc les Américains, donc méfiance quand même, quoi. On peut pas y aller en slip. Non. Au moins un short de bain. Au moins. Pour entrer un petit peu plus dans le détail, France-Argentine a permis de voir la charnière Dupont-Ntamak. Elle t'a convaincu, Thomas, toi, cette charnière, c'est la charnière du futur?
Oui, et surtout que la semaine dernière, ici même, on parlait de Romain Ntamak, on avait un petit peu peur pour ses performances face au Perche et en défense. Il a 10 plaquages, 0 manqué, il commence par un 4 sur 4 dans ses tirs au but, donc il a vraiment répondu présent, et surtout, moi, ce qui m'a impressionné, c'est sa sérénité, quoi. Il a abordé ce match, je sais pas s'il l'a abordé comme si c'était un Toulouse-Agen ou Toulouse-Brive, mais en tout cas, Est-ce qu'il n'y aurait pas du mépris dans cette comparaison ? Un poil. Non, mais en tout cas, voilà, il s'est pas laissé démonter par l'enjeu en se disant c'est l'Argentine en face, c'est Nicolas Sanchez, c'est un match très très important. Il a géré ça comme un chef, quoi. Et puis Antoine Dupont, c'est peut-être un peu différent parce qu'il était installé depuis un peu plus longtemps et on connaissait un peu plus ses capacités, on va dire. Moi, c'est toi, Renaud, non, qui emploie souvent l'expression qui dit que Romain Ntamak c'est un cyborg. Oui. Mais non, mais c'est pas péjoratif, c'est-à-dire qu'il a vraiment ce côté un peu robotique, complètement imperméable à la pression. Alors, petit bémol, parce que celle qu'il rate, elle aurait pu être lourde de conséquences, très très lourde de conséquences. Et je me souviens d'une pénalité ratée par Bello contre l'Irlande dans le tournoi, l'année du fameux drop de Sexton, qui amène un Euro 22 irlandais et le fameux drop de Sexton. Et on était tombé sur Bello, s'il passe cette pénalité, le match est plié, blablabla. Là, si Boffelli passe la pénalité derrière, on serait tombé sur Ntamak. Ok, il a été parfait, en tout cas excellent pendant 75 minutes, imperméable à la pression, et malgré tout, celle-là, la plus importante, elle est partie en cacahuète complet, et là, peut-être qu'il a été rattrapé un peu par la pression. Donc, bon. Oui, parce qu'il en avait passé des plus compliqués. Avant, il fait un 4 sur 4 avec 2 transformations en coin qui valent extrêmement cher quand tu vois le résultat final, ce que Sanchez n'a pas réussi à faire lui. Et celle-ci, elle est un peu moins difficile, elle est excentrée, mais elle est sur son bon pied, et elle doit donner 5 points d'avance au bleu à ce moment-là du match. Autant dire que c'est quasiment plié, quoi, et il la rate. Donc, malgré tout, on a senti qu'à ce moment-là, il était rattrapé peut-être par une petite forme de pression. J'ai pas réussi à revoir vraiment sur les images, mais j'ai l'impression qu'il discute un petit moment. Alors je sais pas s'il discutait avec son capitaine ou avec Lopez, mais à ce moment-là, je crois qu'il apprend. Ouais. Est-ce que ça a pas pu le perturber un tout petit peu, Renaud? Est-ce que tu as eu des échos là-dessus? Est-ce que il était défini comme buteur et même si Lopez rentrait, c'était lui qui allait buter? Il y a une petite incompréhension, j'ai l'impression à ce moment-là. J'en ai aucune idée, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que. Tu étais au match, Renaud? Alors, je suis pas resté tout le temps. Parce que il n'y avait pas assez de suspense. C'était trop dur à encaisser. Non, mais je vous écoute avec attention, m'expliquer que vous savez s'il avait eu la pression ou pas. Je suis. Tu sais, sincèrement, les deux là, la charnière, c'est un truc assez étonnant quand on est à leur contact. C'est qu'effectivement, ils sont habillés de plumes de canard, quoi. Ça glisse sur eux. De manière tout à fait bluffante. Donc, je sais pas, est-ce qu'il y a eu, un trou dans le sol ou quelque chose qui fait qu'il rate cette pénalité qui effectivement était importante. Hein. Mais ce que je vois, c'est que son premier dégagement, il le fait direct en touche. Et ça n'a eu absolument aucune incidence sur la suite de sa prestation, sur sa qualité technique. Et sur le reste de son match. Je vous invite à voir notamment le match de Farrell avec les Anglais contre les Tonga. Je pense que s'il y en a un qui doit douter de lui-même aujourd'hui, c'est plus l'Anglais que Romain Ntamak. Ça arrive de rater une pénalité, même des importantes. Donc je crois qu'il s'en remettra et que c'est pas un souci pour lui, quoi. Non, t'as raison, Renaud. Il a une faculté à passer au-delà des erreurs qu'il peut commettre, parce qu'il en commet et c'est normal, qui est effectivement assez bluffante. On voit vraiment que c'est pas le genre de joueur, et notamment d'ouvreur, on en a connu, qui ressasse les petites erreurs. Il a été mis sur le banc du Stade Toulousain toute la fin de saison. Le Stade Toulousain est champion de France. On l'a un peu trimballé au centre, de temps en temps à l'ouverture. Enfin bref. Et il est balancé à 20 ans à l'ouverture de l'équipe de France pour, et là je te cite Clément, le match le plus important de ces 4 dernières années. Il fait un quasi sans faute au pied. Il anime de manière plus que correcte, voire bonne, l'attaque française au moins sur la première mi-temps. Et vous m'expliquez que sur une pénalité, il a été rattrapé par la Non, en plus, Renaud, c'est pas ce qu'on a dit, Renaud, justement. On a souligné qu'il avait été impeccable. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. C'est exactement ce que vous avez dit. Je ne vous ai pas coupé. N'importe quoi. Exactement, je ne vous ai pas coupé. Coupez-lui le micro. Et pourtant, c'était dur de vous entendre.
J'ai dit que c'était le petit bémol que j'exprimais par rapport à sa performance. Parce qu'en plus, t'es mélomane. Après, je trouve que ce match, il est extrêmement positif parce que pour la première fois peut-être de l'histoire du 15 de France, les deux ouvreurs en ressortent bardés de confiance, puisque Ntamak a fait son match, et Lopez rentre et il endosse le costume de héros parce qu'il passe le drop de la victoire. Donc tu ressors de ce match-là, les deux ils sont regonflés. Et donc ça, c'est cool pour la suite de la compétition. C'est exactement ce qui peut foutre le boxon. Ouais, c'est ça. Ouais, je crois. Enfin, je sais qui pas. on met, les deux sont très forts. Et justement, on va décaler Romain Ntamak premier centre. Et j'en arrive. Perte de confiance. Non, mais c'est écrit. J'en arrive justement au deuxième point, puisque je voulais en arriver à ça. Maintenant, quel avenir pour Romain Ntamak dans cette compétition après le forfait de Wesley Fofana? Je le souhaite pas. Je pense qu'il faut qu'on continue avec cette charnière-là. En tout cas, on sait qu'il va y avoir des rotations, mais sur les matchs identifiés comme étant les gros matchs, il faut, à mon avis, poursuivre jusqu'au bout avec eux. Mais est-ce qu'il va pas y avoir la tentation, effectivement, de remettre Lopez en 10, de faire glisser Ntamak en 12, puisqu'on n'a pas dans le groupe France de joueurs de vrais premiers centres. Or, lui, on sait qu'il est capable d'assumer cette tâche-là. Est-ce qu'on peut répéter les tâches vraiment du premier centre Après, il peut y avoir différents types de premiers centres. Tu as le premier centre à la Bastaro, qui défonce tout sur son passage, et tu as le premier centre à la Ntamak ou à la Owen Farrell, qui est en fait un deuxième numéro 10. 5-8e. 5-8e pour les Néo-Zélandais, notamment. Un deuxième 5-8e, comme ils disent, et qui est extrêmement utile pour... Vous êtes d'accord que l'équipe de France n'a jamais joué avec un 5-8e depuis des saisons? Bah si, contre le Pays de Galles, tournoi Destination 2019, 16-0 à la mi-temps. Mais qui... Lopez en 10 et Ntamak premier centre. Ah oui, c'est vrai, exact. Merci Renaud. Voilà. Est-ce que tu veux qu'on coupe cette intervention, Renaud? On peut couper cet extrait si t'es gêné, Renaud. Absolument pas. Mais je me dis que à quel moment un staff qui a décidé, qui a installé là sa charnière pour le début du tournoi de la Coupe du Monde. Tu parles d'un staff qui avait fait de Ituria un troisième ligne avant de le mettre deuxième ligne finalement. Non mais là la compétition elle a commencé, non? On est d'accord. Gabriag il a été suspendu, donc fallait bien s'adapter. Absolument. À un moment les circonstances vous poussent à faire des choses. Là Gaël Fickou, il a été élu homme du match. On est d'accord qu'il n'y a aucune raison pour les matchs capitaux, sauf et on ne lui cède surtout pas une blessure, d'enlever Gaël Fickou de ce poste de premier centre. Aucune, Renaud, aucune. On est tous d'accord. Sauf une qui s'appelle le staff de l'équipe de France et qui est extrêmement imprévisible. Non mais après, de toute façon, tous les choix se justifient tout le temps et peut-être qu'ils seront amenés à le faire à un moment ou un autre parce que peut-être qu'ils estimeront qu'avoir sur le terrain le pied gauche de Lopez et le pied droit de Ntamak peut être utile. J'en sais rien, tu vois. Donc bon, c'est juste des suppositions en l'air. Mais oui, moi je pense qu'effectivement il faut rester. Je crois savoir des intentions de ce staff, mais après peut-être qu'ils me feront mentir. Mais ils avaient plutôt l'envie d'être réguliers dans leur composition d'équipe et de s'appuyer sur quelque chose de cohérent, quoi. Comme ils l'ont montré sur les 3 matchs de préparation et le premier. Non, mais je te charrie, mais oui. Non, mais maintenant... on est d'accord que ce sont des matchs. Donc, oui. D'accord que l'appellation de match de préparation, c'est pour se préparer, donc pour voir des choses. Après, je vous rejoins sur le fait que c'était pas toujours facile à suivre. Mais là, aujourd'hui, la vraie compétition a commencé. Alors, s'ils partent dans tous les sens pour les matchs, je pense, cruciaux que seront les Tonga et l'Angleterre, on pourra en faire les gorges chaudes. Mais pour le moment, il ne faut pas leur prêter des intentions qui ne semblent pas être les leurs au départ, quoi. Moi, ce que je veux juste dire, c'est que voilà, je l'espère, mais je ne suis pas aujourd'hui certain, de par l'historique récent de cette équipe de France, qu'on va s'abonner pour les 4 prochains matchs ou la fin de la compétition à cette charnière-là, même si je pense qu'effectivement, il faut le faire. Elle a montré son talent, son enthousiasme et comme on l'a dit, sa résistance à la pression, quoi. Et on verra ça. Avant de vous laisser aller vous coucher pour l'un, travailler pour les autres, ou réciproquement d'ailleurs, un petit mot des gros, les Blacks, les Boks, les Wallabies, les Anglais, les Irlandais. Il y a une équipe qui vous a plu particulièrement, messieurs? Je sais pas, Thomas?
Les Néo-Zélandais en premier lieu, parce que c'était sûrement le plus gros match de ce premier tour, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. Voilà, 23-13, ils ont douté, je pense pas, mais ils ont subi pendant 20 minutes en tout cas. Puis ils ont eu 2 ballons, ils ont marqué 2 essais, ils ont plié le match et voilà quoi. Enfin, c'est l'équipe de Nouvelle-Zélande, on sait qu'elle est capable de faire des grands matchs comme ça, d'assumer la pression et les responsabilités. Et deuxièmement, l'Irlande, je dirais, qui a fait pareil une bonne première mi-temps, et puis après le score était fait, il y a eu la pluie, les Écossais ne jouaient plus, donc l'Irlande, comme d'habitude, a tranquillement géré, elle a récité sa partition, et en plus on avait Sexton qui était un peu sur une jambe, donc même sans avoir des individualités particulièrement fortes sur ce match, l'Irlande a fait une bonne impression selon moi. Irlande-Écosse 27-3. Un peu paradoxalement, je pense que je maintiens quand même ce que je disais sur l'Afrique du Sud. Même si cette défaite est arrivée, je pense que je leur vois bien toujours un destin de finaliste et pourquoi pas de champion du monde. Je pense qu'il y a une forte probabilité, à mon sens, qu'on retrouve cette affiche-là en finale de la Coupe du Monde. Ils ont quand même bousculé les Blacks dans des proportions, notamment physiquement au début, qui étaient assez impressionnantes. Ils ont été capables de revenir dans le match, même si après, à la fin, ils laissent échapper le truc. Mais bon, il reste, je trouve, très impressionnant, très fort. Après, voilà, les 2 équipes qu'a cité Thomas, qui vont avoir un peu finalement un parcours identique à distance, c'est-à-dire que là maintenant on se détend, on gère, on peut refaire peut-être un gros rappel physique en perspective du quart de finale, puisque ces 2 équipes sont en quart de finale déjà, vu la faiblesse de leur poule. Attention, l'Italie est première de son groupe, Clément. Oui, tu m'amuses Thomas, merci. Après ce match fabuleux contre la Namibie, la purge, le plus mauvais match du week-end certainement. Ça t'a rappelé le top 14 ou... Ouais, c'était dur de se lever un dimanche matin à 7h15 ou 6h45, je sais plus, pour voir ça, mais non, c'était pas terrible. Et puis les Gallois quand même, l'adversité était un peu plus faible contre la Géorgie, mais ils marquent 3 essais en première main, ou presque en première mi-temps. On sent qu'ils sont hyper affûtés, hyper présents, hyper comme on les connaît, très précis, malgré le départ de Rob Holley qui avait dû parier 1,50€ sur je ne sais quoi, sur un cheval de course, et qui a du coup s'est retrouvé à la maison. Renaud, je ne sais pas si toi tu as eu le temps de voir un peu les autres matchs. Je ne sais pas si les Français en parlent. Moi je rejoins Clément sur l'Afrique du Sud. Parce que tu hais la Nouvelle-Zélande aussi. Alors il y a ça déjà. Non, je ne hais pas la Nouvelle-Zélande. Je trouve que voilà, s'ils gagnaient encore une fois, ça serait embêtant pour le rugby, quoi. C'est toujours embêtant les dynasties, quoi. Pour l'universalité de ce sport qui se joue à 6 équipes. Ouais, c'est à peu près ça. Non, mais bref. Pour l'intérêt de ce sport, c'est vrai que ce serait plutôt pas mal qu'il y ait un peu un turnover au moins tout en haut. Non, puis surtout ils ont quand même une qualité sur que ce soit les secteurs de la conquête ou alors les pattes qu'ils ont derrière. Enfin, c'est assez impressionnant. Et l'intensité de ce match entre les deux là, ça laisse augurer une phase finale d'un niveau assez extraordinaire. La question, est-ce que les Bleus ont vu ces matchs-là ? Tout à l'heure, je parlais à Thomas Ramos qui nous a dit qu'ils avaient regardé d'un œil depuis un restaurant Angleterre-Tonga, mais vraiment pas hyper concentré. J'ai l'impression qu'ils s'infusent suffisamment de vidéos dans la semaine pour, quand ils sont off, pas s'en infliger. Mais après, peut-être que certains ont quand même vu quelques matchs. Justement, parce que tu cites l'Angleterre, c'est peut-être dire un mot pour dire que c'est des 3 grands favoris ou des 4 grands favoris de cette Coupe du Monde, peut-être le plus décevant sur cette première journée. Ils décrochent le bonus offensif contre les Tonga à la 73 ou 14e minute seulement. Ils ont vraiment peiné. C'était assez... alors que c'était la grosse équipe d'Angleterre quand même. C'était assez étonnant, je trouve, de les voir entrer dans la compétition de manière aussi fébrile. Je ne pense pas qu'il faille en tirer de grands enseignements sur la suite de leur compète. Il y avait peut-être un peu de stress à décharger, quoi, mais c'était vraiment pas convaincant. Eh bien, très bien, messieurs, on a fait le tour. Renaud, on va te laisser aller profiter de ton spa. Merci à tous, c'était je vous le recommande. Les bains japonais.
Merci à tous, c'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Clément Dossin, Thomas Perrotto et Renaud Bourrel. Merci à Roland Richard, à la technique et à l'édition. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, SoundCloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires et mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine.